L'année 2024, et puis vos collaborateurs aussi. Moi, les miens, j'allais dire que c'est peut-être, et je le dis sans même un esprit partisan, mais je pense qu'on sera tous d'accord, qu'on ait un peu plus l'occasion de voter le budget et de débattre du budget. Je pense qu'on peut se proposer ça pour 2024. Et ça serait, à mon avis, satisfaisant. Bon. Comme on l'avait fait au mois de septembre 2022, j'ai souhaité faire un tour d'horizon des sujets intéressants des finances publiques locales en menant un cycle d'audition des principales associations d'élus locaux. Alors comme ça, on s'y prend à l'avance, mais je pense qu'il est bien de pouvoir justement préparer la suite de l'année avec un certain nombre d'auditions sur un sujet dont nous savons qu'il a été quand même au cœur des discussions de ce dernier budget, en tout cas en commission. Donc cette audition de l'association Régions de France est la première de ce cycle. Et nous avons aujourd'hui donc le plaisir de recevoir Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie de Régions de France. On poursuivra le cycle d'audition le mercredi 31 janvier avec l'audition de Monsieur François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France, puis le mercredi 13 mars avec celle de Messieurs David Linard et André Léniel, vice-président et vice-président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Je remercie Madame Carole Delga d'avoir bien voulu répondre la première à notre invitation et je lui cède immédiatement la parole pour un propos général avant d'engager ensuite la discussion. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, bien sûr, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, que cette année, malgré un contexte complexe au niveau international, malgré une urgence sociale, une urgence écologique, une urgence républicaine, qu'elle soit quand même une année d'espoir. Plaisir de retrouver la Commission des finances, puisque en 2012, quand j'avais été élue députée, j'étais à la Commission des finances, certaines s'en rappellent. Voilà. Donc, merci, Monsieur le Président, d'avoir initié ces rencontres pour pouvoir évoquer la question des finances locales, parce que nous avons de nombreux enjeux sur notre pays en termes de cohésion sociale, en termes d'urgence environnementale, et le couple État-région est absolument indispensable pour pouvoir relever ces défis. Les régions ont eu de nouveaux défis à relever à travers les nouvelles compétences, à travers le nouveau périmètre pour une majorité d'entre elles. Mais nous sommes aujourd'hui confrontés à une difficulté financière réelle et fortement préoccupante. Nous avons toujours souhaité, les présidentes et les présidents de région, être dans une position constructive pour pouvoir répondre à la bataille de l'emploi. Les chiffres des dernières années étaient encourageants, avec une baisse du taux de chômage. Pour autant, nous avons une reprise légère qu'il convient de surveiller et nous avons également des personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi. Nous devons continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que la demande de nos entreprises, qui est forte sur la question des recrutements, puisse être vraiment favorable sur encore ces personnes qui sont éloignées de l'emploi et ce qui nous demande des moyens financiers fléchés de façon différente, puisque il y a de ça 8 ans, c'était en termes de nombre de places de formation. Nous avions un taux de chômage qui était très supérieur. Aujourd'hui, c'est d'avoir des formations beaucoup plus ciblées sur l'acquisition de fondamentaux, sur la réappropriation de l'estime de soi par des personnes qui ont connu de nombreuses difficultés et la nécessité de pouvoir former aussi aux nouveaux métiers liés à la transition écologique et énergétique, nouveaux métiers liés aux enjeux de souveraineté industrielle. Donc un partenariat indispensable entre l'État et les régions pour faire en sorte aussi que nos politiques soient adaptées au territoire, parce que la question de l'emploi revêt
des réalités différentes, qui peuvent être différentes au sein d'un même département, il est absolument indispensable d'avoir des politiques adaptées sur les bassins de vie, sur les bassins d'emploi. Partenariat également État-région, indispensable de par la loi sur la question des mobilités. L'ensemble des présidents de région, les 18 présidents de région, nous avons signé il y a de ça près de 18 mois, une demande, une tribune pour faire du ferroviaire l'axe prioritaire des mobilités en France, pas l'axe unique, mais l'axe prioritaire, avec un investissement très renforcé, aussi bien du budget de l'État que des crédits européens fléchés sur l'ensemble de ces actions. Il en va de nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, il en va aussi de notre souveraineté industrielle, parce que la France dispose encore aujourd'hui d'un temps d'avance sur les mobilités, mais que nous devons fortement renforcer face à une concurrence internationale exacerbée, tout particulièrement liée au groupe CRC chinois. Et puis, bien entendu, toutes les questions de l'éducation. C'est pour cela que nous demandons des pouvoirs renforcés au niveau de l'orientation. Les dispositifs liés au lycée, à l'apprentissage qui ont été modifiés en 2018 sont assis, mais sur la question de l'orientation, nous jugeons là aussi, l'ensemble des présidents de région, qu'il y a une méconnaissance selon le niveau social de nos enfants, de la réalité des métiers, de la diversité des métiers et également des cursus de formation. Et afin de lutter contre le déterminisme social, il est absolument indispensable d'avoir une politique beaucoup plus offensive sur les questions de l'orientation scolaire. Et puis, bien entendu, tout le partenariat État-région, que ce soit sur la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, concertation que nous sommes en train de mener, que ce soit sur les objectifs aussi de rénovation énergétique. Des enjeux majeurs pour notre pays, pour l'Europe, pour notre planète, et une situation financière qui est particulièrement préoccupante, puisque nous avons augmenté nos dépenses d'investissement liées à la crise sanitaire. Nous avons été partenaires de l'ensemble des plans de relance, et donc nous avons augmenté entre 2019 et 2022 de 20% nos dépenses d'investissement, parce qu'il était absolument nécessaire de contrer les effets de la crise sanitaire au point de vue économique, en aidant de façon significative les entreprises pour l'adaptation aux différents enjeux, que ce soit sur la question des économies d'énergie, que ce soit sur la question du numérique, que ce soit sur l'investissement, soutien aussi de la commande publique à travers l'investissement régional, mais à travers le soutien aux projets communaux et intercommunaux, donc des dépenses d'investissement en hausse, comme nous nous sommes engagés auprès des différents premiers ministres par voie contractuelle, et puis également une explosion de nos dépenses de fonctionnement liées à l'énergie, comme toutes les collectivités locales sur leurs bâtiments publics, mais également une augmentation de nos dépenses de carburant. Et là, nous sommes les seules collectivités locales à être touchées à travers les services de mobilité. Et nous avons donc un impact significatif sur nos capacités d'investissement. Parce que cette augmentation des dépenses d'investissement est couplée par une augmentation de nos recettes de fonctionnement que nous n'avons jamais contestées, mais qui ne sont pas suffisantes par rapport à l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire le différentiel sur l'année 2023
entre l'augmentation de nos recettes de fonctionnement et de dotation donc liées à la TVA et nos dépenses de fonctionnement est d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, ce qui demande à de nombreux présidents de région de réduire la voilure au niveau de l'investissement. Sinon, il y aurait une capacité de remboursement qui serait inférieure. Et c'est pourquoi nous alertons le gouvernement sur ce différentiel qui est significatif. Un différentiel d'1 milliard d'euros entre la dynamique de recettes, de fonctionnement et de nos dépenses, une nécessité d'amplifier l'investissement, que ce soit sur la question du ferroviaire, que ce soit également sur la question de la rénovation énergétique. Et pour autant, les régions, nous avons été le seul niveau de collectivité locale à ne pas avoir une compensation sur l'augmentation de nos dépenses d'énergie, puisque même les métropoles ont bénéficié d'une aide de 100 millions d'euros. La situation financière des métropoles est très satisfaisante et ils ont une dynamique fiscale qui, je le rappelle, ne bénéficie pas aux régions, puisque les régions sont dépendantes des dotations de l'État à hauteur de 94%. La seule autonomie, entre guillemets, fiscale que nous avons, ce sont sur la question des cartes grises, et c'est une dynamique fiscale qui est en baisse constante, et c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une réflexion sur ces impôts dits voitures qui sont en diminution, ce qui au niveau français est plutôt une bonne nouvelle, mais pour autant qui pour nous représente un manque à gagner. Donc nous avons plaidé qu'il n'y ait pas de baisse des dotations. Madame Elisabeth Borne, donc ancienne Première ministre, a décidé de ne pas baisser les dotations sur la loi de finances 2023 et sur la loi de finances 2024, alors que les précédentes années, nous avons eu 6 ans de baisse de nos dotations constantes. Nous avons été là aussi la seule strate de collectivité locale à avoir une baisse de dotation. Et je voudrais rappeler une baisse significative sur nos finances en 2017 et 2018, puisqu'il y a eu le transfert de la compétence développement économique entre les départements et les régions. Et le différentiel, cette compétence développement économique, est estimé à 1,6 milliard. Nous avons eu une compensation de 600 millions. Et nous avions accepté ce différentiel d'1 milliard de par la dynamique que nous allions percevoir de la TVA. Donc l'argument qui nous est souvent donné sur cette dynamique de TVA, qui existe, qui est moindre quand même que prévu, avait déjà été pris en compte au moment de cette décision en 2017. Et nous regrettons qu'à chaque fois cela nous soit donné, parce que cela nous met dans une situation financière difficile. Rappelez également que la structuration de nos dotations liées à la TVA maintenant s'approche de celle des départements, puisque nous avons les régions, nos dotations qui sont liées à plus de 34% à la TVA, avec les nouvelles réformes sur les dotations et la fiscalité des départements, ils sont à 28%. Donc c'est une structuration qui est assez équivalente. Donc les arguments de la dynamique de la TVA bénéficient aussi bien aux régions qu'aux départements. Et la différence, c'est que l'autre dynamique fiscale qui bénéficie aux départements, les DMTO, ont été en progression, sont aujourd'hui en baisse, mais avec une très forte dynamique et avec un système que vous connaissez de capacité de réserve qui était offert aux départements qui avaient vu une forte augmentation de leurs droits de mutation à titre onéreux et que certains départements ont pu mettre en œuvre, alors que nous, les régions, nous n'avons pas d'autres dynamiques fiscales. Et comme je le rappelais, les impôts voitures sont en diminution.
Donc cette situation nous amène à demander au gouvernement que nous puissions avoir un pacte d'engagement sur un fonds de 350 millions. Nous avions commencé les discussions avec Elisabeth Borne sur le mois de décembre. Nous allons les poursuivre dès la fin du mois de janvier avec Monsieur le Premier ministre Attal, puisque je dois le rencontrer le 29 ou le 30 janvier, voilà, en fin de mois, pour que nous puissions avoir un fonds d'investissement. Nous ne demandons pas, comme cela a été mis en place dans la loi de finances 2024, une enveloppe au niveau du fonctionnement comme les départements. Je fais référence à la fameuse enveloppe de 230 millions. Nous demandons un fonds en investissement pour pouvoir répondre aux enjeux de transition écologique et énergétique, puisque les régions ne sont pas éligibles au fonds vert qui a été mis en place et dont bénéficient essentiellement les communes et les intercommunalités. Donc un travail que nous devons mener avec le nouveau gouvernement pour permettre aux régions de continuer à investir, pour atteindre des objectifs, qu'ils soient européens ou français, amener des services à la population dans un pays profondément divisé et profondément inquiet pour l'avenir. Cette proposition donc sera travaillée, elle sera complétée par donc la demande réitérée de pouvoir travailler sur une nouvelle fiscalité pour se substituer aux impôts voitures qui nous permettra d'avoir là aussi une dynamique fiscale. L'ensemble de ces propositions sont partagées donc par tous les présidents des régions de France, et nous voulons continuer à investir massivement. Je rappelle qu'en moyenne pour les régions, les différences peuvent être vraiment assez significatives d'une région à l'autre, mais en dépenses de fonctionnement, un tiers de nos dépenses de fonctionnement sont consacrés au rail, et donc pour la SNCF, et un quart de l'investissement sur la question des mobilités, ce qui sont pour nous les mobilités et l'éducation, les deux budgets majeurs. Ces chiffres sont pour les mobilités hors Île-de-France Mobilité, parce que le dispositif est spécifique et à un financement qui est autonome. Juste dans mes mots conclusifs, également mettre en exergue la hausse des tarifs des péages ferroviaires qui sont significatifs, qui seraient, dans ce qui est prévu, de plus 24% en 2024 et 2026. Dans la tribune que nous avions présentée, l'ensemble des présidents de région, nous demandions un choc sur l'offre ferroviaire avec un investissement à hauteur de 100 milliards d'euros, parce que je rappelle que le budget de l'État français sur le ferroviaire est significativement plus faible que le budget, par exemple, de l'État allemand. Nous sommes du simple au triple. Rappelez également que sur le matériel roulant vert, je pense en particulier aux trains à hydrogène, en France, ce sont les régions qui financent à hauteur des 2/3 les trains à hydrogène. En Allemagne, c'est financé à hauteur uniquement d'1/3. Et de plus, le système de financement du ferroviaire est peu incitatif à proposer plus de trains pour nos concitoyens, parce que plus on fait circuler de trains et plus on paye de péage. Donc si on était sur une vision strictement budgétaire, les présidents de région n'auraient aucun intérêt à proposer une offre ferroviaire significative. Donc nous demandons à ce que le système du financement du ferroviaire soit complètement revu. Il y a la question du versement mobilité, où il a été accordé pour Île-de-France Mobilité un complément du versement mobilité. Donc je pense qu'il est important qu'il y ait un dispositif d'égalité dans ce pays, et que cette possibilité qui a été offerte aux
territoire francilien puisse être étendue à l'ensemble des territoires de la République. Il y a également la nécessité de regarder la fin des concessions autoroutières, puisque dès 2028, il y aura ces contrats qui vont arriver à terme et voir quels sont les financements. Nous avons aussi les montages juridiques sur le système ferroviaire à étudier, du type société donc de financement, comme cela a été mis en place pour les 3 LGV, qui sont donc Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Bordeaux-Dax et Montpellier-Perpignan, ou également s'inspirer des dispositifs de la Société des grands projets, anciennement Société du Grand Paris. Donc vraiment, ces alertes pour vous indiquer que le système ferroviaire français, pour les présidents de région, doit être complètement revu pour faire en sorte que nous puissions avoir une régénération de nos infrastructures de transport qui soient significatives, pour aussi des réouvertures de lignes dans certaines régions, pour également un investissement dans le matériel roulant pour pouvoir augmenter les capacités d'emport. Vous signalez également le gros retard en matière de signalisation sur le système ferroviaire français et la nécessité absolue de nous équiper en matériel ERTMS, comme cela est mené dans d'autres pays, et puis également mener une réflexion sur la question tarifaire, puisque un groupe de travail avait été mis en place sur le fameux pass, inspiré du modèle allemand, qui est à 49 € par mois. Les travaux sont suspendus maintenant depuis un mois, sachant que dans certaines régions, et en l'occurrence en Occitanie, le pass existe à 45 € pour les salariés, déduction faite de la participation employeur, et qu'il est absolument nécessaire de travailler et sur une tarification incitative et également sur le dispositif du billet unique. En France, nous sommes très pénalisés par cette division de la chaîne des transports qui ne favorise pas ni les mobilités douces ni les transports collectifs. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les éléments que je souhaitais vous présenter. Merci de cette présentation et de ces propositions au nom de l'Association des régions de France. On va donc, moi-même, puis le rapporteur général, vous poser un certain nombre de questions. On vous redonnera la parole. On passera au groupe et ensuite aux questions supplémentaires. Moi, j'ai 4 questions. Oui, c'est ça, 4 questions. D'abord, il y a une question d'actualité qui est liée à ce qui se passe au niveau des inondations dévastatrices dans les Hauts-de-France. Je voudrais que vous puissiez nous dire quels sont pour vous les moyens dont disposent les régions pour lutter contre les effets dramatiques du changement climatique. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'il faut renforcer votre rôle dans ce domaine? Moi, j'ai toujours pensé que la question de la transition écologique passait aussi par le fait de prévoir suffisamment de ressources pour les réparations, j'allais dire, mais aussi l'anticipation. Donc, comment vous analysez cette question? Une part du produit de la fiscalité transférée aux régions, la TICPE et la taxe sur les certificats d'immatriculation, est amenée à diminuer dans les prochaines années. Pensez-vous qu'il faille modifier le panier de ressources des régions? Et le cas échéant, quelles ressources substituer à cette fiscalité peu dynamique et assise en plus sur des activités polluantes? Le troisième thème, et vous venez d'en parler, c'est la question ferroviaire. Vous avez rappelé les annonces, y compris Mme Borne, de la Première ministre, l'ex-Première ministre, sur les 100 milliards, sans qu'on sache trop, justement, moi c'était un des problèmes que je voyais, qui finançait ces 100 milliards. Donc là, vous avez détaillé un certain nombre de problèmes. J'ai noté notamment la question du péage ferroviaire, comme un des soucis. Mais pensez-vous que la participation de l'État à cet égard devrait être plus importante, y compris pour aider les régions et en lien avec les nouveaux CPER? Donc, vous en avez parlé, mais j'aimerais que vous reveniez sur peut-être les sources des financements supplémentaires qui sont nécessaires. Il apparaît que, à la différence des autres collectivités territoriales, les régions n'ont pas été compensées par l'État
pour le coût de l'inflation qu'elles ont eu à subir. C'était un échange qu'on a eu au moment du congrès des maires, justement, au moment où on a parlé de votre venue. À combien estimez-vous ce surcoût pour les régions et a-t-il eu une incidence sur le niveau d'investissement des régions? Voilà mes 4 questions. Je passe la parole au rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Permettez-moi aussi de souhaiter bonne année à tout le monde, d'être très heureux de vous recevoir à double titre, évidemment, puisque nous sommes sur la même région. Je voudrais d'abord vous remercier sur la dimension constructive. Vous présentez les choses avec l'État. Et je crois que le destin, effectivement, des régions et de l'État sont liés sur des sujets qui intéressent nos concitoyens, que ce soit le transport, que ce soit la transition écologique, que ce soit le niveau d'investissement. Et comme vous, je ne fais pas partie de ceux qui opposent l'État et des collectivités territoriales. Et face aux défis que nous avons, et vous les avez rappelés, vous en avez rappelé en tout cas quelques-uns, c'est ensemble que nous trouverons les bonnes solutions. Je ne partage pas complètement votre diagnostic sur les finances des régions, et en particulier quand vous dites que les dotations ont baissé. Je vais vous prendre 2 éléments. La première, c'est que la dotation globale de fonctionnement, en 2017, nous l'avons remplacée pour les régions par une fraction de TVA. Et là où, au contraire, l'ensemble des collectivités territoriales se sont retrouvées avec une dotation qui était figée, alors qui a augmenté depuis maintenant 2 ans, l'équivalent de la dotation globale de fonctionnement a augmenté fortement, puisqu'elle est passée entre 2017 et 2022 de 4,1 milliards à 5 milliards. Donc c'est une augmentation de 900 millions. Autre exemple, ça n'est pas directement une dotation, bien évidemment, mais c'est la CVAE. C'est le soutien qu'a apporté l'État aux régions pendant la crise du Covid. À votre demande, à la demande des régions, la CVAE a été remplacée par une fraction de TVA. Pourquoi cette demande en 2022? Parce que, évidemment, vu la crise du Covid, tout le monde anticipait une baisse très significative sur 2 ans de la CVAE. Et effectivement, si la CVAE n'avait pas été remplacée par la TVA, la CVAE aurait baissé à peu près de 500 millions d'euros. Et la remplacer par la TVA fait au contraire que cette ressource a augmenté, et l'écart entre la fraction de TVA que vous avez aujourd'hui et si vous aviez gardé la CVAE est de l'ordre de 1,2, 1,3 milliards d'euros. Donc c'était une demande, et je pense que c'était très bien. L'objectif, c'était là de soutenir le niveau d'investissement des régions. Mais je crois que là, c'est une illustration assez claire, sonnante et trébuchante, si vous me permettez, du soutien de l'État aux régions, qui a permis donc de rectifier la trajectoire financière des régions. Au total, pendant la période 2017-2022, les recettes investissement et fonctionnement des régions ont augmenté de 16%, plus que vos dépenses. Et donc la capacité d'autofinancement brut a, elle, augmenté de 17% sur la période. Vous avez raison de souligner que 23 risque d'être un peu moins bon, mais on n'a pas encore tout à fait les chiffres. Mais voilà, sur cette période-là, la dynamique des recettes des régions a été supérieure à la dynamique des recettes de l'État, par exemple. Pour venir sur mes questions, été 2020, il y a eu un accord entre Jean Castex, alors Premier ministre, et les régions de France. L'État s'est engagé sur un filet de sécurité pour l'outre-mer, ce qui a été fait. L'État s'est engagé sur 600 millions d'investissements supplémentaires, ce qui a été fait. Et l'État s'est engagé sur substituer la CVAE par la TVA, ce qui a été fait. Les régions devaient, de leur côté, mettre sur pied ce qu'on a appelé un serpent budgétaire, de manière à augmenter la résilience des finances des régions. Et on sait que c'est un vrai sujet. Est-ce que ce serpent budgétaire est en place? Les régions devaient mettre un système de péréquation entre elles. Cette péréquation devait commencer à 1% et progresser progressivement jusqu'à 2%. C'est extrêmement important pour les régions les plus défavorisées ou les plus pauvres,
en particulier, je pense à nos collègues d'outre-mer. Aujourd'hui, cette péréquation est plutôt aux alentours de 0,8%. Est-ce que vous avez prévu d'augmenter son poids entre les régions? Et puis enfin, le troisième point, c'était 20 milliards d'investissements entre 2021 et 2027 dans le cadre des CEPR. Moi, je n'ai pas de visibilité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de visibilité sur le niveau d'investissement dans le cadre de ces PER des régions? Enfin, dernière question sur le financement. Moi, là aussi, je salue votre ouverture. Je pense qu'il y a une vraie question de financement des collectivités territoriales, en particulier sur le niveau départemental et d'une certaine manière sur le niveau régional, au regard de l'autonomie financière et fiscale que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt à une dotation annuelle votée par le Parlement, comme ça se fait un peu en Allemagne, ou est-ce que c'est un modèle que vous excluez absolument et que vous êtes plutôt aujourd'hui satisfaite du panier de recettes que vous avez? Je vous remercie. Carole Delga, pour les réponses. Donc, merci. Donc, je vais commencer par répondre aux questions de Monsieur le Président. Sur les catastrophes climatiques que nous connaissons, en effet, sur les inondations qu'ont connues la région des Hauts-de-France, ou que ce soit sur les phénomènes de sécheresse, je pense qu'en effet, nous devons être dans des politiques d'anticipation beaucoup plus fortes. Et c'est pour ça que j'ai parlé du développement des transports en commun, sur la question de la rénovation énergétique, et puis également sur des mesures de prévention. Pour nous, les présidents de région, le premier frein est la multiplicité des acteurs. C'est une véritable cacophonie sur la multiplicité des acteurs qui interviennent dans ce domaine. J'ai pu le vérifier, je dirais malheureusement, lors des inondations de l'Aude, il y a de ça quelques années. Et c'est pour cela que j'avais pris la décision, en tant que présidente de région, de confier le fonds d'intervention de la région au département de l'Aude pour ne pas multiplier un acteur supplémentaire. Nous avons besoin d'avoir beaucoup plus de simplicité sur les actions de prévention, que ce soit sur les dispositifs de curage des cours d'eau ou des canaux, puisqu'on est plus sur un système de canaux sur les Hauts-de-France. Et nous devons également avoir une question un peu du type chef de file pour vraiment... On peut avoir après plusieurs intervenants parce que les travaux sont à des niveaux qui sont différents, certains qui peuvent être à une échelle très locale où il est possible tout à fait que l'intercommunalité agisse, mais d'autres qui sont plus à des échelles de bassin versant où il vaut mieux avoir des collectivités qui sont avec une assise financière plus large. Donc la position des régions de France, c'est d'avoir moins d'intervenants et une façon de chef de fila pour qu'il y ait après une bonne organisation du qui fait quoi. Nous avons également des contraintes très très fortes au niveau des autorisations réglementaires pour pouvoir réaliser des travaux avec des temps qui sont très très longs au point de vue administratif et qui demanderaient, de par les catastrophes climatiques qui sont récurrentes, à être raccourcies. Sur la question du panier de ressources, dans mon intervention, j'y avais un peu répondu en disant que notre panier de ressources fiscales lié à l'automobile est dépassé, qu'il est en diminution et nous partageons vraiment la nécessité qu'il soit en diminution pour les questions de pollution, mais pour autant, il doit être substitué par une autre part d'impôt. Et les présidents de région, nous sommes plutôt favorables à un impôt lié à la dynamique économique, parce que je pense qu'il est essentiel d'avoir
une relation entre les actions et la fiscalité que touchent les collectivités locales sur la question du principe de l'autonomie fiscale ou de l'autonomie financière. Là, pour répondre à monsieur le rapporteur général du budget, les présidents de région sont favorables à une autonomie financière. En Allemagne, il y a une garantie constitutionnelle, c'est-à-dire que la baisse qu'ont pu connaître les régions de façon très significative dans la dotation, et je vous rappellerai les discussions qu'il y avait pu avoir à la commission des finances sur la loi de finances 2018, n'aurait pas pu se produire en Allemagne, parce que vous avez une garantie constitutionnelle qui permet de bénéficier d'une dotation qui est stabilisée et qui ne pouvait pas varier dans les mêmes proportions que ça a été le cas dans notre pays en 2018. Sur la question de l'autonomie fiscale, au niveau de l'ensemble des présidents de région, il n'y a pas une position unanime. Pour ma part, moi je suis favorable à une autonomie fiscale, que je pense quand on est dans un exécutif local, il est nécessaire d'avoir aussi la responsabilité de répondre de sa politique fiscale. Sur la question de l'investissement ferroviaire, les présidents de région, nous avions demandé 100 milliards, mais pour les 10 prochaines années. Le plan présenté par Mme Elisabeth Borne, c'est 100 milliards sur les 17 prochaines années. Pardon ? Oui, voilà, pardon, oui, j'avais pas bien entendu. Non, mais déjà, vous indiquez que les annonces ne correspondent, l'annonce de Mme la Première ministre n'était pas sur le même temps calendaire. Également, sur l'investissement ferroviaire, il y a la question des services express métropolitains, les fameux RER métropolitains, et leur inscription dans les CPER volets mobilité. Au niveau du volet mobilité des CPER, ils ne sont pas tous conclus. Il y en a à peu près un tiers qui sont signés, qui sont finalisés avec les régions, et il en manque encore 2 tiers parce que nous avons un désaccord avec le ministère des Transports sur l'enveloppe financière et qui porte tout particulièrement, mais pas uniquement, sur les réseaux express métropolitains et puis sur des lignes d'aménagement du territoire. Le différentiel entre la dynamique de nos recettes de fonctionnement, que nous n'avons jamais contesté, et nos dépenses de fonctionnement, ce différentiel sur l'année 2023, il va être de 1 milliard d'euros. Voilà. Il va être certifié dans les prochains jours, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, les régions sont bien gérées, elles ne s'approchent pas des 9 ans qui sont le nombre d'années de capacité de désendettement. Elles ne sont pas à 8,5 en moyenne, on est plutôt aux alentours de 5 années. Mais pour autant, sur les budgets 2024, il va y avoir, et nous sommes en début d'année, mais dans l'exécution du budget 2024, il y aura bien entendu des conséquences, parce que nous ne pouvons pas 2 années de suite supporter un tel différentiel. Et je le rappelle, quand les régions investissent moins, c'est un investissement moindre pour la question de l'emploi, pour la question des mobilités, pour la question aussi des énergies renouvelables. Nous avons réussi, en effet, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, à augmenter notre capacité d'investissement dans la contractualisation que nous avons prise avec le gouvernement, liée à la situation exceptionnelle de cette crise sanitaire. Cela a été possible parce que les régions, en particulier les régions fusionnées, ont pu faire des économies sur les dépenses de fonctionnement en mutualisant de nombreux services, en particulier sur les fonctions support. Quand j'indique en effet que nous avons une baisse de dotation, c'est parce que cette dynamique de TVA, elle avait été anticipée. Elle avait été anticipée dès l'année 2017. Et c'est pour ça que dans la négociation sur le transfert des compétences économie,
nous avions accepté de n'avoir une compensation à hauteur de 600 millions au lieu des 1,6 milliard. Donc on ne peut pas chaque année nous ressortir la dynamique de TVA. On ne vend qu'une fois, hein, c'est un adage occitan, mais on ne reçoit la recette qu'une fois également. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas recycler cet argument-là. Et puis, je tiens à dire que la structuration maintenant des dotations et la dynamique fiscale entre les départements et les régions sont très avoisinantes. Nous avons une structuration qui est fort différente avec le bloc communal. C'est pour ça que je n'engage pas de comparaison, mais nous avons, quand je discute avec mes collègues présidents de département et qui me font part, et en réalité, bien entendu, hein, de la baisse de la DCRTP, pour certains, je me permets de leur rappeler quand même de l'explosion qu'il y a eu, pas de la DCRTP, de DMTO, pardon, l'explosion des DMTO, je me permets de leur rappeler l'explosion qu'ils ont eu en recettes et de la capacité qu'ils avaient aussi à mener des réserves, nous, explosion que nous n'avons pas connue. Sur la question de la contractualisation en 2020 sur les différents plan de relance. Bien sûr, les régions ont été au rendez-vous, ont parfaitement honoré leurs engagements. Et par exemple, sur un dispositif territoire d'industrie, souvent, les régions ont même investi plus que l'État. C'est le cas de l'Occitanie. Et donc là, sur cela, nous pourrons vous transmettre les chiffres des réalisations que nous avons pu mener. Oui, toujours sur la question des dotations, je vous rappelle quand même que les baisses sur aussi bien la DCRTP que sur la compensation des frais de gestion ont été significatives et que de par une mécanique qui avait été mise en place au moment de la réforme de la taxe professionnelle, les deux régions les plus impactées pour la diminution de la DCRTP sont les deux régions les plus pauvres de France, c'est-à-dire Hauts-de-France et Occitanie. Et c'est pour cela que je faisais valoir à chaque fois qu'il y avait une baisse de la DCRTP que la région Île-de-France n'était nullement impactée, alors qu'en revanche, les deux régions les plus impactées étaient celles qui avaient un niveau de revenu par habitant les plus faibles et que cela était particulièrement injuste. Donc ça, oui, je n'ai parlé. Je regarde si j'ai oublié. Voilà. Sur la question des péréquations, voilà, je n'ai pas répondu. Nous avons mis en place un dispositif de péréquation avec le Premier ministre Jean Castex qui donc est en cours, qui continue jusqu'en 2027 de mémoire. Oui, enfin, il est pérenne. Donc, et en effet, nous avons fait un effort supérieur de péréquation vis-à-vis des territoires d'outre-mer et cela me permet également de rappeler la demande de l'ensemble des présidents de région d'augmenter les dotations pour les territoires d'outre-mer qui ont un fonctionnement de dotation un peu différent des régions métropolitaines, de par l'état des infrastructures hospitalières, de par également les difficultés de mobilité pour ces territoires. Et la Corse en a également pu en bénéficier dans le nouveau mécanisme de solidarité. C'est un prélèvement... Pardon ? Oui, les 0,8% en effet ne concernent que la Corse et les Outre-mer. Et ça, c'est à l'unanimité des présidents de régions métropolitaines que nous l'avons mis en place. Il me semble que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Bien, merci. On va passer aux orateurs de groupe. 2 minutes chacun. Renaissance, Benoît Mournet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de région. D'abord, je vous remercie pour votre exposé et puis d'avoir rappelé qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques sont partenariales entre l'État et les collectivités et qu'il n'y a pas à opposer les niveaux. Alors, je ne veux pas trop revenir sur la situation financière, ça a été dit, une épargne brute qui est là, et pour autant des investissements que vous avez portés. Je veux y voir quand même effectivement un soutien de l'État non négligeable sur la dynamique de la TVA ces dernières années, mais sans mésestimer non plus, évidemment, l'inflation, et notamment sur les prix de l'énergie. Alors, je voudrais pointer, en fait,
au fond, une certaine inadéquation des recettes quand même des régions par rapport à certains objectifs. D'abord, effectivement, vous avez une grande partie de recettes qui sont liées à la consommation de pétrole, TICPE, les cartes grises, dont on sait effectivement que le pouvoir de taux est limité, et puis les recettes de TVA, par définition, qui est nationale, et donc des régions qui sont en augmentation démographique, peut-être sont moins que compensées. C'est le cas chez nous, en Occitanie. Alors, est-ce que vous avez réfléchi, au titre de région de France, à des propositions pour rééquilibrer les choses, tout en respectant, bien évidemment, notre trajectoire de redressement des finances publiques, qui ne sont pas absolument brillantes. Le deuxième élément, c'est le bilan qu'on peut tirer de la loi NOTRe de 2015, et donc la structuration de ces grandes régions. Quelles sont, si vous pouvez nous communiquer le chiffre, les économies d'échelle qui ont pu être effectuées à la fusion de ces régions, et est-ce qu'il y a encore des marges devant nous, en particulier sur peut-être les dépenses de formation professionnelle? Est-ce que vous avez un bilan comparé entre les régions sur celles qui ont fait le choix d'un prix porté exclusivement par le Conseil régional, celles qui sont portées par Pôle emploi ou ceux qui ont un modèle hybride? Et si vous me permettez, Monsieur le Président, un dernier mot sur le volet transport. Vous avez évoqué la proposition de loi Zulesi. Est-ce que vous pensez pouvoir la déployer en dehors des métropoles? Je pense en particulier à notre territoire d'industrie Lac-Potarbes qui mériterait peut-être ce RER. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Frédéric Cabrolier pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, je vais vous parler de la fusion des régions que vous avez bien connue. Un rapport de la Cour des comptes qui date de 2020, que vous devez connaître, indique que la fusion des régions a vu les dépenses globales à périmètre constant augmenter en moyenne à peu près de 200 millions d'euros. Et on est loin donc des 10 milliards d'euros qui avaient été envisagés lors de la réforme. Alors si on prend justement cette période 2015 à 2019, qui permet d'exclure les crises sanitaires et énergétiques, on voit que les dépenses de fonctionnement ont augmenté plus fortement dans les régions qui ont fusionné par rapport aux autres. C'est en moyenne à peu près 20%. Tout ça dû essentiellement aux dépenses de personnel qui ont augmenté, à peu près 10% en moyenne. Si je prends l'Occitanie, c'est même 20%, ça représente 60 millions d'euros. Bon, vous avez fait comme les autres présidents de région, vous avez harmonisé bien sûr par le haut les régimes indemnitaires dans les deux régions. Les recettes de fonctionnement, elles, ont augmenté un peu moins, malgré la perte de pouvoir de taux dont vous avez parlé. Effectivement, vous avez la TICPE et vous avez les cartes grises, le tarif des cartes grises. Et là aussi, vous avez harmonisé par le haut, puisque, par exemple, en Occitanie, il y avait en Midi-Pyrénées 34 € chevaux fiscaux pour Midi-Pyrénées, et vous avez harmonisé à 44 € au niveau de Languedoc-Roussillon. Alors, comme l'épargne brute, bien entendu, a peu augmenté entre 2015 et 2019, eh bien, et comme les dépenses d'investissement, vous l'avez rappelé, ont augmenté en moyenne de plus de 20%, en tout cas sur cette période, essentiellement dû au transfert de la compétence transport ferroviaire, eh bien, c'est la dette qui, en général, a augmenté. Alors, en 2015, l'encours de dette de toutes les régions, c'était 24 milliards d'euros. C'était déjà multiplié par 10 par rapport à 86. Sur la période donc 2015-2019, il y a seules 3 régions sur 13 ont réduit leur endettement. Donc le bilan, quel bilan faites-vous par rapport à cette fusion des régions, vous qui avez bien connu donc la fusion des régions? Merci. Sébastien Rome pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, et j'ose dire à l'ensemble de mes collègues, bon annado. Voilà. Donc je vous remercie pour le tableau que vous avez brossé de la situation des régions après cette année 2023 qui a d'abord et aussi durement frappé nos concitoyens. Alors une première question, on revient sur certains thèmes, sur celui du degré de liberté des régions. Si on retient la définition d'autonomie fiscale qui est portée par Jean-René Cazeneuve, en se limitant au pouvoir sur les taux, l'autonomie fiscale des régions n'est que de 9%. En clair, les régions n'ont pas la main sur l'impôt, sur la taxe sur l'essence ou sur la TVA. Par ailleurs, vous plaidez pour un pouvoir réglementaire accru confié aux régions et donc de ce que j'appellerais, moi, une dérive de notre modèle républicain vers un système Länder allemand. Alors ainsi, n'y a-t-il pas une contradiction importante à confier plus d'autonomie réglementaire aux régions alors que les élus régionaux ne sont pas responsables de la levée de l'impôt, ce qui est, et vous l'avez dit, un des éléments fondateurs de la responsabilité politique devant les électeurs?
Autre question, les 2 premiers postes budgétaires de la région sont l'éducation et les transports, on l'a dit, le scolaire et TER. Nous avons voté, ça a été rappelé, le déploiement des services express régionaux métropolitains qui doivent connecter les territoires ruraux aux villes, notamment avec des trains. Estimez-vous que ces projets soient aujourd'hui finançables à la hauteur des besoins? Enfin, la région Occitanie est la seule région qui a fait le choix de lignes à très grande vitesse, 320 km/h, alors que les lignes grande vitesse, 250 km/h, sont suffisantes pour gagner du temps et permettre de faire quelques milliards d'économies, par exemple, allongeant la A9 plutôt qu'en construisant un viaduc. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable de redimensionner certains grands projets afin d'investir dans les déplacements du quotidien? C'est une attente très forte sur ma circonscription, les citoyens, les élus, en fait, qui jugent que, par exemple, la ville de Montpellier est de plus en plus inaccessible, pour reprendre les mots de Gilles Savary, et ils préféreraient attendre, finalement perdre quelques minutes, 8 minutes dans un TGV, plutôt et gagner 30 minutes sur leur déplacement pour arriver à la gare. Merci. Merci. Marie-Christine Dalloz pour les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'ai une remarque, un constat et 2 questions. La première remarque, c'est que vous avez tout à l'heure parlé, au début de votre propos, de la question du retour à l'emploi. Et je me suis interrogée. Alors, c'est vrai que vous êtes chef de file en matière d'économie, les régions, on est d'accord, en termes de compétences. Sauf que le retour à l'emploi, à part la formation, qui est dans votre champ de compétences, tout le reste, c'est soit l'État, politique régalienne, avec maintenant France Travail ou France Compétences, je ne sais plus, enfin France quelque chose, et puis parallèlement les régions, avec les départements, avec le RSA. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes sur ce retour à l'emploi alors que normalement, ce n'est pas votre champ de compétences. Ce qui a un impact sérieux sur vos frais, sur votre budget de fonctionnement. Et je le constate dans toutes les régions de France. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, le constat que je fais, vous avez parlé du fait qu'il y avait un tiers des CPER qui avaient été signés. Oui, je trouve ça déplorable. En région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, les CPER, ça fait des années qu'on passe à côté parce qu'ils ne sont pas prêts, pas signés, pas affinés. Et je pense que c'est un vrai gâchis d'argent public. Donc on ne peut pas être crédible en demandant de l'argent public si parallèlement on n'est pas capable de mettre en place des actions dans le cadre du CPER. Mes 2 questions maintenant. Le décompte définitif de vos demandes. J'aimerais bien que vous me fassiez les additions parce que j'ai compris qu'il y avait différents volets. Donc quel est le montant global de la demande aujourd'hui des régions financièrement ? Parce que c'est de la dette future. Et puis, une autre question, vous parlez dans votre PLF 2024 de substituer des recettes assises sur la fiscalité automobile, qui est une proposition de la Cour des comptes, du président de la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous envisagez? Quel montant serait nécessaire? Sous quelle forme? Parce que je pense que c'est important de préciser exactement sur la fiscalité automobile. C'est toute la tarification carte grise ou pas? Je ne sais pas. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire ce qu'il en est. Merci. Merci. Luc Gesmar pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir quitté votre belle région pour nous rejoindre en commission des finances. Vous voyez, le soleil vous a suivi jusqu'ici. Et qui dit soleil, dit verdissement. Verdissement des finances locales. La loi de finances pour 2024 instaure l'obligation pour les collectivités et les groupements de plus de 3 500 habitants de se doter d'un budget vert, annexé au compte administratif ou au compte financier unique à partir de 2024. Tout d'abord, alors qu'au Sénat, beaucoup de parlementaires ont émis des réticences au sujet du caractère obligatoire de la mesure, nous pensons au groupe démocrate que le verdissement des finances publiques locales passe tout d'abord par l'utilisation de référentiels comptables partagés. Alors que, conformément à l'article 191 de la loi de finances, des concertations entre le gouvernement et les élus doivent permettre d'établir le décret d'application de cette mesure, ainsi que l'arrêté fixant le modèle de l'État annexé, avez-vous d'ores et déjà des éléments à nous communiquer pour garantir l'utilité, la pertinence
et l'efficacité de cette budgétisation verte. Je vous remercie. Bien, c'est déjà le printemps avec Luc Gesmar. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, chère Carole, pour votre présentation. J'avais moi aussi une question, mais elle m'a été piquée, si j'ose dire, par le Président Coquerel, donc je ne reviendrai pas dessus. Vous y avez répondu, mais pour le coup, je suppose que vous avez rencontré notre collègue Éric Woerth, qui a été, comme vous le savez, chargé d'une mission sur la décentralisation. Il l'a été, je crois, en novembre. Donc, je pense qu'il a fait le tour, en tout cas, des associations d'élus. Et j'aimerais, si c'est possible, savoir, dans sa lettre de mission, concernant les régions, quelles sont vos propositions par rapport à sa lettre de mission. Et peut-être une deuxième question. On a objectivement une dégradation des services publics certaines. Je prendrai deux exemples, que ce soit par exemple dans le domaine de la santé ou des transports. Un exemple, Clermont-Paris, on le faisait en 2h, 3/4 il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est à 3h30. Cette dégradation, elle est sensible et elle est rapide. On a un gouvernement qui nous dit pas de prélèvements supplémentaires, pas de ressources publiques supplémentaires. Donc reste effectivement la source des économies. Moi, je voudrais savoir quel domaine partagé entre l'État et les régions pourrait faire l'objet d'une simplification et d'une compétence exclusive au bénéfice des régions. Est-ce que vous avez identifié des domaines qui pourraient effectivement, parce que redondants, parce que doublons, générer des économies, générer peut-être de la simplification, assurément, et qui pourraient être offerts exclusivement par les régions? Merci. François Jolivet pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, de vous livrer à cet exercice. Moi, je souhaiterais attirer votre attention sur l'onde de choc à venir de la crise immobilière et notamment sur le ralentissement de la production neuve de logements dans notre pays. Vous êtes porteur de la compétence développement économique et alerté par des entreprises présentes même dans votre région. Elles sont très inquiètes sur leur devenir. Il faudrait savoir quel regard vous portez sur les conséquences de cette crise, déjà d'un point de vue économique et en matière d'emploi. Ensuite, je souhaiterais savoir comment, dans l'accompagnement de la transition énergétique, vous accompagnez la formation en matière de réhabilitation de logements, puisqu'on sait que les personnels qui aujourd'hui produisent du logement neuf ne sont pas les mêmes que ceux qui les réhabilitent. Et comment vous avez orienté vos priorités sur ce sujet. Et puis une question qui est peut-être très à la marge, et mes collègues m'en pardonneront. Vous savez qu'on parle de tenue scolaire identique, donc dans les écoles élémentaires et dans les collèges. Je souhaiterais savoir si vous avez analysé, ne serait-ce que dans votre région, quel serait le prix pour vous par élève, afin de pouvoir accompagner ces élèves dans cette tenue scolaire identique. Je vous en remercie. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente des régions de France. Alors, la question m'a été piquée par ma voisine, mais je vais la poser quand même. Sur l'efficacité des régions comme actrices de leur propre développement, qui dépend évidemment, vous l'avez indiqué, des moyens et de l'autonomie d'action, dont elles sont quand même pas mal privées, mais également comme beaucoup de collectivités locales. Et les écologistes s'opposent évidemment à cette dérive, et notamment dans la capacité à définir et à mettre en œuvre une stratégie propre qui va au-delà de la question de la taille et de la superficie ou du nombre d'habitants. Alors en France, on observe déjà qu'il arrive que le budget d'une grande ville ou métropole et établissements associés aient des moyens et des budgets supérieurs à une région, ce qui est quand même incroyable au regard des compétences de chacun. Et la différence entre les régions françaises et les régions des principaux pays européens est flagrante. Alors les régions françaises pèse peu au point de vue financier face aux régions européennes comparables. On en a parlé par rapport à l'Allemagne, mais on peut en parler par rapport à la Flandre, par rapport à la Lombardie, la Catalogne. Également, le champ de compétences des régions françaises est bien plus étroit que celui de leurs homologues européennes. Alors en fait, il existe une véritable différence entre les régions françaises et celles des États voisins, partout,
y compris en Grande-Bretagne, au-delà de la question d'ordre politique et de positionnement politique. Et ces régions sont des États fédérés, disposent d'une forte légitimité politique. Donc ma question, vous voyez venir, c'est que savoir si c'est un sujet qui est débattu au sein de la région de France, sur la question d'une évolution institutionnelle, notamment dans le cadre effectivement de la mission qui a été confiée à Éric Woerth, cette évolution institutionnelle qui pourrait renforcer le fédéralisme et donner aux régions des moyens d'action pour répondre aux défis climatiques et sociaux, et notamment des moyens d'action pour agir sur des questions et des grands principes tels que vous les avez évoqués, notamment les transports, l'eau, évidemment, puisqu'on parlait de cela. Et de façon plus pointue, de façon plus précise, que pensez-vous de la conception qu'il y a eu en France de la répartition entre compétences générales, de clauses de compétences générales et compétences spéciales, puisque sur ce sujet-là, nous avions des positions particulières. Merci. Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, lors des 3 derniers mois, nombreuses ont été les régions à signer leur protocole d'accord du contrat de plan État-région mobilité 2023-2027. Malgré 40 milliards d'euros mis sur la table conjointement par l'État et les régions, soit 25% de plus que dans la génération précédente de contrats, certaines régions ont retardé la conclusion. Les CPER et les négociations relatives au volet des mobilités ont été particulièrement difficiles. Cela s'explique entre autres par le fait qu'il était attendu de l'État une participation beaucoup plus forte pour espérer produire un choc d'offres en faveur du train et des mobilités décarbonées. Ainsi, la hausse des moyens à hauteur de 40 milliards mise en avant ne prend pas en compte l'inflation dans le secteur. Or, selon le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, la hausse des prix s'élèvera à 27%. En se fondant dessus, les régions évaluent à environ 28,9 milliards d'euros l'effort que devrait fournir l'État. S'agissant des objectifs de transition climatique, là encore, des résistances ont été émises, notamment sur la faiblesse des moyens alloués par l'État pour permettre cette transition. Ainsi, j'aurai 2 questions. Quand peut-on espérer voir mis en place un outil relatif à l'évaluation environnementale des CPER et quid de la mise en cohérence de cette génération de CPER avec les objectifs climatiques nationaux et régionaux? Merci. Et enfin, pour les groupes, Michel Castellani pour le groupe Lyot. Oui, merci, Président. Madame la Présidente, merci pour votre intervention. Vous savez certainement qu'il existe en Corse depuis longtemps une situation politique de tension, disons, et qu'aucune solution satisfaisante n'a été apportée à ce qu'il est convenu d'appeler depuis des lustres le problème corse. C'est d'ailleurs l'enjeu majeur des discussions actuelles de Beauvau, comme vous savez. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le fond, la question corse pose le problème de la structure centralisée de l'État. L'État-nation a beaucoup de qualités, en particulier celle de traiter chacun de façon égale face à la loi, évidemment, ce qui est la base de la démocratie. Mais il a le défaut de ne pouvoir prendre en compte la grande diversité territoriale de la France, de traiter de façon identique des situations qui elles, sont très différentes. Et nous, en Corse, nous en voyons les limites tous les jours. Alors ma question est très générale. Considérez-vous que faire évoluer le rapport de compétences entre l'État central et les territoires, c'est un mode de défaire la France, de l'affaiblir, comme chacun le redoute, ou au contraire de faciliter une politique qui soit plus efficace, plus adaptée aux conditions géographiques, économiques, sociales, culturelles des régions qui composent et qui enrichissent d'ailleurs la France? Moi, j'ai toujours en mémoire ce que me disait, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il me disait, vous êtes bien gentil avec vos histoires de Corse, mais les Bretons ont déjà la main sur le stylo. Je cite. Bon, c'est cette crainte de voir la France s'effondrer, alors qu'en fait, nous pensons que l'approche doit être différente et qu'il s'agit au contraire de valoriser ce qui fait la richesse et la diversité de la France. Voilà. J'aimerais vous interroger là-dessus, du haut de votre expérience de présidente. Merci à vous, Carole Delga. On aura quelques questions supplémentaires après, mais je propose de répondre maintenant au groupe. Donc, sur la question du bilan des nouvelles régions, des grandes régions.
ce qui a été clairement évalué et démontré, c'est la capacité d'entraînement beaucoup plus forte sur la question des filières économiques. Nous avons réussi, de par la taille de régions plus importantes, à mieux structurer des filières industrielles, à faire en sorte qu'elles maillent mieux le territoire, ou développer de nouvelles filières, en particulier sur la question des énergies renouvelables et tout particulièrement de l'hydrogène vert. Cela n'a été possible de par cette capacité, parce que quand on doit créer une nouvelle filière, on doit en fait créer une filière sur toute la chaîne, c'est-à-dire aussi bien sur la question de la production, de la distribution, des usages, et les tailles plus grandes de régions ont permis d'avoir une dynamique économique plus forte, d'avoir un travail qui soit mieux organisé avec les consulaires, avec les branches professionnelles, la Cour des comptes ayant étudié ce sujet. Donc, le bilan de ces grandes régions au point de vue économique est positif, et il a été aussi démontré qu'il y a eu donc un investissement plus grand au niveau des mobilités, c'est-à-dire les dépenses, les économies qui ont été faites sur les dépenses de fonctionnement ont été affectées prioritairement sur l'investissement dans les mobilités. Sur les économies, elles ont été donc chiffrées à 2 milliards d'euros pour les régions, et on vous en fournira le détail. Sur les différentes politiques, sur la question de la formation, il n'y a qu'une seule région qui n'avait pas contractualisé au niveau des PRIC, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les autres régions ont contractualisé. La région PACA ayant eu un dispositif un peu dérogatoire, mais qui objectivement s'inspirait quand même des PRIC. Donc ces PRIC ont profondément évolué, parce que la structuration du chômage a beaucoup évolué en 8 ans. Nous avions un taux de chômage très élevé qui demandait prioritairement de développer le nombre de places de formation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout sur les mêmes besoins, et nous sommes sur des formations qui sont plus longues et qui touchent prioritairement des chômeurs de longue durée. Et nous allons voir les nouvelles dispositions opérationnelles de France Travail. Au niveau de Région de France, nous avons été assez déçus sur ces évolutions, où nous avons jugé qu'il y avait un manque de souplesse pour pouvoir adapter nos politiques de formation au bassin d'emploi, parce que nous avons des situations qui sont très très différentes d'un territoire à l'autre, au sein même d'un département. Et sur la question de la formation, je me permets de rappeler à Madame Dalloz que la région intervient sur tout ce qui est formation initiale au niveau des lycées, de façon significative au niveau quand même de l'enseignement supérieur, au niveau quand même des demandeurs d'emploi, et puis également et de plus en plus au niveau de la formation des salariés. Et dans les propositions que nous avons élaborées, donc c'était pour l'élection présidentielle de 2022, nous avons suggéré qu'il y ait au niveau de la formation des outils communs qui puissent être utilisés, en particulier en matière de plateau technique, pour la formation initiale, pour la formation des demandeurs d'emploi ou pour la formation continue, parce que nous avons une évolution sociétale forte à laquelle il faut savoir répondre, c'est-à-dire nous avons des salariés qui veulent avoir plusieurs métiers dans une vie. Avoir plusieurs métiers dans une vie, c'est-à-dire avoir des réorientations de carrière qui sont vraiment très très différentes. Et aujourd'hui, le système qui est mis en place, la séparation entre formation initiale, formation des demandeurs d'emploi et
formation des salariés n'est pas opérationnelle et ne correspond pas à ces formations tout au long de la vie qui peuvent être vraiment de façon très très différente. C'est-à-dire c'est l'ingénieur qui souhaite devenir agriculteur, c'est le commerçant qui veut devenir enseignant. Et donc ce ne sont pas des formations d'adaptation, ce sont des formations qui sont lourdes et qui aujourd'hui sont possibles dans des grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont les moyens de financer ces dispositifs. Et dans les PME et TPE, il y a une vraie inégalité. Et souvent est utilisée la rupture conventionnelle pour pouvoir en fait financer ces formations de réorientation de vie par des crédits de demandeurs d'emploi. Et cela est parfaitement inutile. Et c'est pour cela que je pense que dans le domaine de la formation, les régions ont un poids important. En effet, l'État en a également, mais je me permets de vous rappeler que nous, sur les demandeurs d'emploi, nous sommes en partenariat vraiment très significatif, que les formations collectives sont assumées sur des crédits régions et que nous avons cet enjeu de réfléchir à un nouveau paradigme sur l'envie des salariés d'avoir plusieurs métiers différents dans une vie et de savoir mutualiser des plateaux techniques. Donc pour la question des prix, ils sont là je pense qu'on est aussi sur un tiers des contrats qui doivent être finalisés à peu près. Sur l'annexe de financement, oui, voilà. C'est-à-dire que sur le contenu, on est à peu près d'accord avec le ministère du Travail, mais c'est avec les financements. Il y a un accord que sur le financement pour un tiers des régions. Au niveau des mobilités, nous en avions parlé sur la multiplicité des acteurs au niveau des dispositifs de prévention par rapport aux épisodes climatiques. Sur la question des mobilités, c'est aussi ce facteur-là, en particulier sur les territoires urbains, qui est un éclatement des acteurs qui n'est pas du tout favorable à l'enchaînement des mobilités collectives, c'est-à-dire à proposer un parcours de mobilité de porte à porte simplifié. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire urbain, c'est-à-dire au-delà de la question juste métropolitaine, c'est-à-dire on parle sur le bassin de vie. Nous avons plusieurs acteurs. Donc nous avons sur le ferroviaire, je le rappelle, bien sûr la SNCF, les régions, l'État. Parce que toutes les lignes ne sont pas elles sont toutes propriété de l'État, mais elles ne sont pas toutes de la responsabilité de financement de l'État. Il y en a certaines pour les régions. Donc déjà, nous avons 3 intervenants sur le ferroviaire. Nous avons ensuite tram, métro, et bus qui sont de compétences métropolitaines. Compétences métropolitaines, c'est-à-dire qui ne s'appliquent pas à l'échelle du bassin de vie, c'est-à-dire des territoires qui ne sont pas dans un territoire métropolitain sont exclus de transports collectifs type tram, métro et bus. Et puis nous avons la question donc des cars. Les cars au-delà, donc les cars c'est moyenne et longue distance. Les cars sont de la responsabilité des régions, mais les régions ne sont pas responsables des routes. C'est-à-dire que quand je veux augmenter ma desserte par car parce qu'il n'y a pas de rail, à ce moment-là, je dois aller voir les propriétaires des routes qui peuvent être l'État concédé, les autoroutes, les départements, les métropoles. Et je leur demande à ce moment-là de me mettre à disposition des routes que je ne finance pas. Vous voyez le succès que nous pouvons avoir quand nous sommes présidents de région. Et c'est pourquoi nous avons proposé, l'ensemble des présidents de région, qu'il y ait des agences des mobilités à l'échelle des aires urbaines pour avoir une cohérence d'action sur la question des mobilités. Il n'est pas du tout question de reproduire Île-de-France Mobilité à l'échelle des territoires urbains de province. Nous serions bien sur l'investissement. Ces agences des mobilités n'auraient pas les missions de définir, par exemple, les arrêts de bus. Nous n'en sommes pas là. Mais c'est d'avoir une cohérence de l'investissement, et tout particulièrement, par exemple, sur les voies réservées pour
au niveau routier, parce que nous avons en effet à progresser sur l'aspect du ferroviaire, mais par exemple sur les services de car, la possibilité technique, comme cela existe dans d'autres pays, ou de façon expérimentale sur certains territoires, comme le territoire grenoblois, c'est d'ailleurs d'avoir des voies réservées pour le covoiturage et pour les cars. Et si on avait une unité, une agence qui permette de négocier, ça nous permettrait d'avoir un service beaucoup plus renforcé sur des mobilités collectives qui sont absolument indispensables, parce que nous n'avons pas donc des rails dans tous les territoires, et nous devons proposer le covoiturage et le car, et avoir des voies réservées pour donner une priorité à celles et ceux qui prennent des transports collectif. Cela figure également, mais je vous transmettrai, Monsieur le Président, donc le livre blanc sur ces propositions de région que nous avons mis en place sur la question des mobilités pour simplifier. Et puis, je le rappelle, il faut avoir une simplicité du parcours avec un titre unique. Et avec, alors ça c'est pas une proposition région de France, mais pour ma part, avec une tarification très basse. Voilà, donc dans tous les cas, par contre, la question d'un billet unique est portée par l'ensemble des présidents de région pour avoir une simplicité du parcours. Je prends le train, puis le métro, puis le vélo, et en fait qu'il y ait avec un titre unique de transport une fluidité interdépartementale, voilà, donc même interrégionale, pour vraiment simplifier le parcours des mobilités. La région Occitanie n'est pas la seule région concernée par les LGV. Je vous rappelle que la région PACA est également concernée, puisque nous avons 3 projets de LGV, Marseille-Nice, donc Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax et Montpellier-Perpignan. Nous avons la nécessité de rappeler que si nous voulons plus de transport du quotidien, nous avons besoin de nouvelles voies. Et je suis assez étonnée sur ce territoire dans lequel vous vivez, monsieur le député, que vous ne mentionniez pas que c'est le territoire ferroviaire le plus saturé de France. C'est-à-dire la ligne... Il y a 0 ligne sur mon territoire. Non, mais sur votre territoire de façon de vie, de bassin de vie. Je ne parle pas juste de votre circonscription en tant que député de la Nation. Donc je vous rappelle que l'axe Montpellier-Narbonne est le plus saturé de France. C'est le plus saturé de France, et donc nous avons besoin d'avoir une deuxième ligne pour des transports du quotidien. C'est également le cas sur l'aire urbaine toulousaine. Et ce que nous défendons, les présidents de région, ce sont des transports sur des aires urbaines qui soient sur des distances de 50 à 60 km et certainement pas sur 20 km. D'où la nécessité d'avoir des deuxièmes lignes ferroviaires qui soient mixtes, je précise bien, parce que nous avons aussi la problématique de la saturation en termes de poids lourds sur les autoroutes, que ce soit pour le corridor méditerranéen, que ce soit pour le corridor atlantique, je pense tout particulièrement à Bordeaux-Dax également, donc des lignes qui permettent d'augmenter les transports du quotidien, des lignes qui permettent d'avoir une vraie solution sur le fret ferroviaire, et nous avons donc besoin de ces LGV pour favoriser ces mobilités. Nous avons de plus sur le pourtour méditerranéen la question de la submersion régulière de la ligne ferroviaire actuelle, et malheureusement avec les prévisions sur l'espace méditerranéen qui est un des plus impactés sur la planète, avec la montée des eaux, et c'est-à-dire la submersion qui existe déjà aujourd'hui, avec des ruptures de la desserte ferroviaire qui sont plusieurs fois par an sur ces territoires autour du bassin méditerranéen. Là, je parle aussi bien de Marseille-Nice que de Montpellier-Perpignan. Mais nous avons la nécessité absolue d'avoir une autre ligne. Et je rappelle que cette grande vitesse est la même, que ce soit en Occitanie ou en région PACA. Et je pense que donc il ne faut pas opposer LGV et train du quotidien. Nous avons besoin des deux. Et sur la question du viaduc qui est envisagé, quand nous sommes sur de la grande vitesse, nous avons des rayons de courbure
qui ne peuvent pas être trop prononcées. Et donc, nous avons besoin de cela. Et moi, je suis très attachée dans notre pays à une égalité. Et dans les Pyrénées-Orientales, je me permets de vous rappeler qu'ils sont à plus de 5h30 de Paris et que le billet d'avion est à plus de 500 €. C'est un des départements les plus pauvres de France. C'est un département où le taux de chômage est de nouveau, sur l'année 2023, le plus élevé de France. Et je pense que nous devons savoir concilier donc écologie et social. C'est absolument indispensable pour qu'il n'y ait pas de désespoir et que les valeurs républicaines soient toujours les gagnantes. Sur le RER des Pyrénées, parce que je pense que monsieur le député des Hautes-Pyrénées me parlait de ce sujet, je pense que le titre est très beau, et la Pyrénéenne que je suis est bien sûr sensible, mais il faut aussi être lucide. Voilà. Un RER, c'est sur un bassin de population qui permet de répondre à un cadencement. Et donc, c'est un territoire que je connais fort bien, puisque j'y vis. Et autant je connais la nécessité de réouvrir une ligne ferroviaire telle que Montrégeau-Luchon, autant un RER des Pyrénées, cela n'est pas réaliste ni raisonnable, il n'y a pas de besoin. Si vous voulez, je les ai indiqués à monsieur le maire de Lourdes, j'ai donné les chiffres de fréquentation et les chiffres d'extrapolation, parce que je connais aussi que quand un service est très dégradé, il y a une population qui prend peu, bien sûr, le service de mobilité. Mais sur ce territoire des Pyrénées, il n'y a pas le besoin d'un RER. Il faut être très objectif sur ce sujet. Pour ce qui est l'Occitanie, j'ai indiqué que la région se porterait candidate et sur l'aire urbaine toulousaine et sur l'aire montpelliéraine. Il y a une réflexion aussi sur l'aire urbaine nimoise, mais qui doit être portée en relation avec la région PACA, puisque nous avons la vallée du Rhône en commun. Et là, il faut qu'on ait une vision interrégionale à construire. Sur la question également du bâtiment. Oui, nous sommes également très préoccupés sur l'effondrement de la construction individuelle en particulier. C'est pourquoi nous pensons absolument indispensable que les régions maintiennent un haut niveau d'investissement pour la réhabilitation énergétique des lycées, pour également l'accessibilité, parce que nous avons quand même encore de gros travaux à mener sur l'accessibilité de nos bâtiments qui, pour certaines, datent du 19e siècle et qui ne sont pas du tout adaptés aux normes, et puis également pour la sécurisation. Et nous avons été plusieurs présidents de régions à réfléchir, et pour certains à mettre en œuvre, des plans sur le bâtiment durable, c'est-à-dire à soutenir la production de logements en dehors des métropoles pour favoriser un rééquilibrage territorial, à également soutenir des techniques constructives durables pour réutiliser de nouvelles techniques moins consommatrices d'énergie, l'utilisation de matériaux aussi biosourcés et tout un volet de formation que nous travaillons avec Fédération française du bâtiment ou avec la CAPEB, adaptés et là aussi qui sont délocalisés sur les bassins d'emploi. Et je pourrais, puisque le premier plan voté, le plan bâtiment durable de la région Occitanie, je pourrais vous fournir ce dispositif qui comprend ce sujet et avec un volet aussi sur le beau dans la question de l'habitat, de pouvoir concilier esthétique urbain et également efficacité énergétique, et d'avoir aussi une réflexion sur le vivre ensemble à travers l'urbanisme, comme cela peut être fait en Espagne ou dans des pays d'Amérique du Sud. Et je ne serai pas plus longue parce que là, c'est ma passion pour l'urbanisme qui se développe et ce n'est pas l'objet de votre question. Oui, juste sur les CPER, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il y a un tiers du volet mobilité des CPER des régions qui n'ont pas encore il y a juste un tiers des régions qui ont signé le volet mobilité des CPER.
Tous les autres CPER ont été signés. C'est sur le volet mobilité des CPER qu'il n'y a qu'un tiers des régions qui l'ont signé, où il y a eu un terme clair, un accord financier, et il y a 2 tiers des régions qui n'ont pas encore d'accord financier. Toujours sur les politiques, sur la tenue identique dans les lycées, il n'y a que la région Auvergne-Rhône-Alpes, je ne veux pas dire, oui c'est ça, il n'y a que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a souhaité expérimenter dans de mémoire, non, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes finance les... Oui, non, parce qu'après, vous avez des communes ou des départements, mais la seule région qui finance des tenues identiques, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois que c'est sur 10 lycées, je ne veux pas dire... il me semble que c'est sur une dizaine de lycées. Donc pour ma part, j'ai indiqué à l'époque au ministre de l'Éducation nationale que je souhaitais poursuivre l'investissement et orienter le budget de l'Occitanie sur la rénovation énergétique, l'accessibilité, la sécurisation, et que si j'avais des marges de manœuvre budgétaires liées à une baisse de l'inflation, je souhaitais l'orienter sur la cantine scolaire, voilà, parce que dans le projet que nous avions, c'était de baisser le coût de la cantine scolaire pour les familles modestes et moyennes. Voilà. Sur la question du budget vert, il y avait jusqu'en 2023 3 régions qui avaient mis en place des budgets verts, dans l'Occitanie. Courant 2023, il y en a 3 de plus qui l'avaient développé. Donc on en était donc à la moitié. Et donc là, nous attendons la circulaire qui va donc nous demander un travail d'adaptation, et nous souhaiterions que cette circulaire s'inspire des budgets verts qui existent déjà pour ne pas recréer de nouvelles nomenclatures qui sont quand même consommatrices de beaucoup de temps pour nos fonctionnaires. Voilà. Sur qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, sur la question de la substitution de la fiscalité automobile, la fiscalité voiture, ce que nous défendons, c'est d'avoir une fiscalité qui est plus liée à la dynamique économique. Et nous défendons en effet une autonomie réglementaire, tout particulièrement pour la Corse et pour les territoires d'outre-mer. Et je pense également qu'il est nécessaire d'avoir une plus grande autonomie financière. C'est la position de Région de France, c'est de lier une plus grande autonomie réglementaire prioritairement sur territoire d'outre-mer et Corse, mais pas uniquement, et autonomie financière, et comme je l'indiquais, de le coupler avec autonomie fiscale. Ça, c'est une position que juste certains présidents de région dont je fais partie défendent. Sur la question du fédéralisme, il n'y a à ce jour aucun président de région qui souhaite aller vers ce modèle-là. Donc dans les propositions que nous allons actualiser pour la mission verte, nous n'avons pas de proposition sur ce sujet. Nous sommes très attachés à la République une et indivisible, mais avec une autonomie beaucoup plus forte, comme cela peut exister dans d'autres pays. Donc les propositions sur Eric Woerth m'a contacté en décembre, c'est une conversation téléphonique. Nous devons nous rencontrer pour une réunion de travail, puisque je lui ai fait passer le livre blanc des régions, et on doit avoir une réunion de travail qui va être fixée... Pardon ? Oui, donc il va être fixé d'ici 15 jours, 3 semaines, pour travailler les propositions que je lui ai fait passer. Alors, sur la question des mobilités, je vous les ai présentées avec l'Agence des mobilités. Sur la question de la formation, je vous l'ai présentée également. Et puis les autres propositions portent sur les sujets de l'orientation
où nous voudrions qu'il y ait voilà, beaucoup plus de possibilités d'ouvrir le collège et le lycée à la découverte de l'ensemble des métiers et également sur les dispositifs d'information sur les formations. Il y a des initiatives qui sont menées par certaines régions également, pour dans les lycées de pouvoir mettre des formations spécifiques pour des études considérées souvent comme difficiles, par exemple sur les études de médecine, qu'il puisse y avoir vraiment une vraie préparation dans le cadre des lycées, d'une préparation publique, hein, que ce soit bien clair, que nous souhaiterions. Et ensuite, nous sommes très préoccupés sur l'inégalité entre les lycées sur la question des options, puisque nous voyons bien que les territoires, les lycées dans les centres-villes de grandes métropoles peuvent proposer un choix beaucoup plus large que dans les territoires ruraux. Et là, l'ensemble des présidents de région sont préoccupés sur ce sujet-là. Oui, sur la question des clauses de compétences générales, nous sommes plutôt favorables à ce que sur les compétences partagées, qui sont le tourisme, la culture et le sport, il y ait un chef de fila. Voilà, mais que nous ne soyons pas sur une spécialisation, puisqu'aujourd'hui, sur ces 3 compétences, nous sommes toutes les collectivités locales à intervenir, et c'est plutôt la notion de chef de fila. Je crois que j'ai répondu. Sur l'emploi, j'ai pas entendu de si. Si, l'emploi, j'ai répondu. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. On va passer aux questions supplémentaires. Je suis content d'apprendre qu'on a tant d'avance sur l'ancien président de la Commission des finances. Voilà, il va peut-être regarder les vidéos. Il aura peut-être un certain nombre d'informations. On passe à donc 1 minute, Karen Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Madame Delga, en tant que présidente de l'Association des régions de France, vous mettez en avant votre gestion financière. Celle-ci s'inscrit dans un cadre austéritaire imposé par l'État. Vous êtes particulièrement attentive à limiter cette dette des régions. Il vous faut donc faire des choix. Et vos choix politiques m'interrogent. En quoi est-ce pertinent que d'un côté, certaines régions suppriment des dotations destinées aux universités et que de l'autre côté, d'autres régions s'entêtent à financer des projets inutiles, écocides et à rebours de la bifurcation écologique? Je parle ici bien sûr de la 69 dont vous êtes une fervente défenseur. Et plus spécifiquement, le coût du péage de cette autoroute m'interpelle. Un aller-retour reviendrait à plus de 19 €. La région va-t-elle s'engager à participer financièrement à la baisse du coût de ce péage? Et si oui, ce serait un tour de passe-passe astucieux. Le concessionnaire avait pourtant prétendu pouvoir se passer de 90% des subventions initiales. Cette autoroute n'est pas rentable, et vous le savez. Il n'y aura pas assez de véhicules par jour qui l'emprunteront. Donc, pourquoi la défendre à tout prix? Votre autoroute, personne n'en veut, ni la majorité des citoyens, des entreprises, des scientifiques, des élus. Elle est aussi contraire aux enjeux climatiques et à la formation des ingénieurs en travaux publics. Merci. Michel Lezana. Allô? Oui, merci. Merci Madame la Présidente, merci d'avoir gardé votre bel accent, notre bel accent. Vous avez démontré, je crois, en effet, la nécessité d'une ligne à grande vitesse, et je suis élu d'Agen, donc bien concerné par la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, que je crois absolument nécessaire à la fois pour un département, le mien, qui est assez pauvre et rural, mais aussi pour les départements qui nous entourent, et ce qui vous concerne, le nord du Gers, qui vient sur l'Agenais, bien évidemment. Donc vous vous êtes exprimé là-dessus, alors je vais transformer un peu ma question en vous demandant ce que vous pensez du refus de certaines collectivités de financer cette ligne à grande vitesse, et certaines collectivités qui, elles, ont tourné, entre guillemets, en finançant que des infrastructures locales. Voilà, quelle est votre position sur ce financement? Deuxième point, Madame la Présidente, nous avons ici, et cela me tient particulièrement à cœur en tant que médecin, un groupe de travail sur la formation en santé. C'est un enjeu majeur pour moi pour combattre la désertification. Et il se trouve que, par exemple, à Agen, la région, très rapidement, je termine, ne finance pas
l'école d'infirmières d'apprentissage, les puéricultrices, les ambulanciers. Quelle est votre doctrine là-dessus? Parce que je crois que c'est vraiment un outil très utile pour lutter contre la désertification. Merci. Je rappelle que Carole Delga était invitée ici en tant que présidente de l'Association des régions de France. Laurent Esquinet, de Goxès. C'est ça? À qui je souhaite la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Delga, chère Carole, je suis heureux de vous retrouver ici à l'Assemblée nationale car nous partageons tous les deux l'attachement à l'Occitanie et à la Haute-Garonne, que ce soit à Marthe-Lausanne, Villefranche de Lauragais ou à Toulouse. On peut faire un concours d'accent. Je tenais à venir vous saluer, bien que je ne siège pas habituellement dans cette commission. Plus sérieusement, vous avez évoqué la nécessité de renforcer l'autonomie des collectivités. C'est un sujet majeur pour notre majorité qui a engagé, ça a été dit tout à l'heure, des travaux d'ampleur en vue d'une nouvelle vague de décentralisation. Ma question, vous plaidez pour renforcer les pouvoirs économiques des régions. Sur quel point précis pensez-vous qu'il vous faut renforcer ces compétences en la matière? Pour des industries de taille internationale, comme l'aéronautique par exemple, je pourrais aussi citer le spatial, pour notre territoire, comment assurer le renforcement du pouvoir local et qui s'articule bien avec les ambitions portées au national, européen ou mondial? Je vous remercie. Merci. Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Pendant toutes nos discussions budgétaires ici, eh bien, notamment Monsieur le rapporteur général du budget soulignait la nécessité pour les régions par rapport au fait qu'elles seraient favorisées sur le plan financier avec des recettes sur le plan économique notamment relativement dynamiques à contribuer au désendettement de l'État. Quelle est la position, votre position, celle de Région de France par rapport à ça sur la situation financière et l'équilibre avec les compétences de nos collectivités locales et sur le fait que bientôt vous puissiez être mis à contribution, soit par le biais de ponctions fiscales, soit de ponctions financières, soit par le biais de l'attribution de nouvelles compétences. Merci. Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour les éléments que vous nous avez fournis. J'ai deux questions. Une première sur la gestion, ou plus exactement la distribution des fonds européens, puisque maintenant les fonds européens de la politique générale ne sont plus distribués uniquement par l'État, comme c'était le cas. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les modalités de mise en œuvre ces dernières années et sur le taux d'exécution? Et j'ai une deuxième question qui concerne les CPER. Donc vous nous avez donné, je dirais, un agenda et une description des modalités de mise en œuvre des CPER en cours. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la sous-exécution éventuelle ou le taux d'exécution des précédents CPER? Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Charles Sistenstool. Ah oui, j'avais carrément oublié au début. Désolé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, alors, comme nous sommes en commission des finances, moi, je voudrais faire mention d'un rapport de la Cour des comptes, celui de 2023 sur les 40 ans de la décentralisation, rapport passionnant qui pointe les avancées, mais aussi les nombreuses lacunes de la décentralisation à la française. Et dans son rapport, la Cour dresse un bilan mitigé de la création des grandes régions voulues par François Hollande. Je cite des grandes régions plus éloignées des citoyens. C'est la Cour des comptes elle-même qui le dit. Et ce jugement pose beaucoup de questions dans un pays effectivement en pleine crise démocratique. Les grandes régions n'ont pas conduit à des gains d'efficience attendus, ça aussi c'est la Cour des comptes qui le dit, et la Cour reconnaît que les grandes régions manquent aussi d'un ancrage historique et politique qui constitue pourtant un élément essentiel de leur légitimité dans les pays qui disposent de régions plus puissantes. La création des nouvelles grandes régions a parfois eu un sens, je pense à la Normandie, mais dans d'autres territoires comme dans le mien, en Alsace, beaucoup de questions se posent toujours et nous souhaitons en Alsace, je tiens à le dire, retrouver notre région. Merci. Donc cette fois-ci, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois. Carole Delga, à vous. Sur la question de la désertification médicale, les régions ont des politiques différentes. Il y a 3 régions qui ont décidé de recruter elles-mêmes des médecins. La première région, c'était la région Centre-Val de Loire, qui a débuté dès 2019 à recruter des médecins. Et donc en Occitanie, nous en sommes inspirés. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes également l'a débuté en 2023. Donc nous avons décidé, les régions, de pouvoir recruter des médecins pour les mettre à disposition dans des centres de santé, parce que cela permet d'être plus attractif, puisque ces médecins, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient en fin de carrière, apprécient le fait de pouvoir être dans le cadre d'un collectif,
et puis également d'être salarié avec une collectivité locale qui assure leur rémunération de façon pérenne, puisque jusqu'à cette initiative de la région Centre-Val de Loire, c'était souvent les intercommunalités qui recrutaient, et il y avait une véritable concurrence et donc une inégalité entre les intercommunalités qui étaient riches, qui pouvaient proposer des primes de façon élevée, et des territoires qui étaient en difficulté et qui, eux, donc, de fait, n'étaient pas attractifs à cause de la rémunération. D'avoir un recrutement à l'échelle d'une grande région, donc comme 12 départements comme Auras ou 13 comme Occitanie, cela permet d'avoir une meilleure égalité donc, à l'accès à la santé. Et ça, c'est un sujet dont nos concitoyens nous parlent régulièrement. Ensuite, clairement, les présidents de région qui ont mis en place ce dispositif, donc les 3, l'ont fait parce que l'État ne le fait pas. Mais voilà, pour ma part, je pense que c'était à l'État de le faire. Et j'étais dans l'obligation de répondre à cette déprise qui était, pour moi, particulièrement injuste et très préoccupante pour nos concitoyens. Donc les présidents de région l'ont fait parce que nous avons proposé au ministère de la Santé, ça n'a pas été fait, mais je pense que ça, c'est une mission, enfin, nous pensons, les 3, que c'est une mission que l'État devrait assurer. Sur le financement des écoles d'infirmiers et d'infirmières, je pense que c'est une obligation, donc ça m'étonne que... C'est l'apprentissage, mais en fait, c'est la formation en périphérie qui est importante. Oui. Oui. Alors, donc ça, c'est l'implantation, en effet, des centres de formation. Les présidents de région, nous y sommes très attachés à créer de petites unités de formation sur des bassins de vie pour éviter des longs trajets qui sont souvent non finançables par des personnes qui sont en difficulté et qui, en plus, ont un impact aussi environnemental. Pour autant, le dispositif de Parcoursup a vraiment déstructuré la dynamique. Je tiens à vous alerter sur ce sujet, donc je vous remercie d'avoir posé la question, sinon j'allais oublier de le mentionner. Parcoursup a cassé cette dynamique des centres de formation de proximité, parce que à travers le dispositif qui existait avec des centres de formation, et tout particulièrement sur les écoles d'aides-soignantes ou d'infirmiers ou d'infirmières, avant qu'il y ait Parcoursup, les recrutements étaient en fonction des concours. Et il y avait donc une motivation de pouvoir après être en école de formation sur ces métiers à la santé, en proximité, et après sur un territoire souvent qui était rural. Avec Parcoursup, il y a une déconnexion complètement entre l'origine territoriale de ces apprenants et ces écoles de formation. Et de plus, nous savons très bien que les métiers de soins à la personne sont des vocations. Et un algorithme ne peut pas juger de la vocation, et j'en ai fait part à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, parce que nous avons un taux d'abandon dans ces écoles des métiers de la santé qui est très significatif, et qui en termes budgétaires, je sais que nous sommes dans la commission financière, donc il y a une conséquence, c'est-à-dire que nous dimensionnons nos classes, nos équipements pour un certain effectif, et au mois de juin, nous avons perdu un tiers de l'effectif. Voilà. Parce que les métiers de soins à la personne sont des métiers qui demandent une vraie vocation, et souvent, la confrontation avec la maladie, tout particulièrement dans les maisons de retraite, est parfois très difficile pour les candidats et les candidates. Il n'y a pas assez de préparation. Et cela, c'est un biais de Parcoursup qui est significatif et qui casse cette politique que nous avions mis, les présidents de région, de centres de formation en proximité, qui permettait d'amener une réponse sur les établissements de santé en milieu rural, qui permettait aussi de lutter contre le déterminisme social. Vous êtes du Lot-et-Garonne, vous connaissez donc assez bien l'Occitanie. Je vais vous citer un exemple dans le Lot, sur un territoire de Figeac. Pendant des années, il n'y avait aucun candidat, je dis bien, à l'école d'infirmière de Cahors. Du moment que nous avons créé une école d'infirmière à Figeac, nous avons rempli, dès la 2e année, l'intégralité de la classe. Voilà. C'est-à-dire que la proximité
permet de lutter contre le déterminisme social. Et ça, c'est vraiment sur la question des soins à la personne, de notre service public de santé qui est en grande difficulté. Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, on a un biais avec Parcoursup qui est complexe. Voilà, qui est complexe et sur lesquels cela nous pose des problèmes, y compris en termes budgétaires, même si la question de la santé, vous comprenez que je ne l'aborde généralement pas sur l'aspect du coût, mais nous avons cette problématique de l'abandon qui est très significatif et je me permets vraiment d'attirer votre attention en tant que représentant de la nation. Sur la compétence économie et sur la question d'une meilleure intervention des régions, je le dis souvent à Bruno Le Maire, et donc je vais continuer à lui dire, le nombre d'appels à projets qui partent de Bercy pour les entreprises, c'est tout simplement délirant. Voilà, c'est tout simplement délirant. Et cela ne favorise que les grandes entreprises. Parce que les PME, les TPE n'ont pas les services qui peuvent suivre l'ensemble des dispositifs. Alors, les agences régionales que nous avons, nous le faisons, mais même quand mes collaborateurs sont perdus dans le maquis des appels à projets, et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs extrêmement compétents, je n'ose vous dire la question d'un TPE ou un PME. Et c'est pour ça que je pense que nous devons avoir un État plus délocalisé et plus décentralisé. Sur la question économique, c'est vraiment un dispositif beaucoup trop important de la part des ministères, avec des process qui sont complexes et qui bénéficient toujours à des entreprises qui sont très structurées et qui ne permettent pas d'avoir une vraie irrigation des territoires. Et sur la compétence économie, nous pensons que l'État doit rester sur la question des entreprises en difficulté, par rapport bien sûr à la fiscalité et aux exonérations, aux temporisations fiscales qui peuvent être mises en place pour des entreprises en difficulté, mais après ne plus intervenir sur l'aspect de l'accompagnement économique, que ce soit aussi bien au niveau de l'investissement, que ce soit aussi bien des outils financiers, puisque nous avons l'expertise sur l'ingénierie financière au niveau de nos agences de développement économique, ou que ce soit au niveau de la formation, comme je l'ai rappelé. Sur la question de la participation des collectivités locales au déficit de l'État, voilà, nous avons rappelé que nous étions tous les présidents de région attachés au principe de non-tutelle. Donc tout dispositif inspiré du contrat de Cahors ne retient pas notre attention ni notre agrément. Sur les CPER, on pourra vous donner les taux d'exécution au niveau des crédits régionaux. Ils sont exécutés de façon vraiment tout à fait satisfaisante pour ce qui est des crédits des régions. Il y a souvent quand même un retard, en particulier au niveau du routier, sur les crédits de l'État. Sur la question des crédits européens, nous avons une réorganisation quand même, je me permets d'attirer votre attention au niveau des dispositifs agricoles qui, et c'est tout récent, qui risque de poser problème. Ces derniers jours ou semaines, il y a eu des manifestations du monde agricole. Je me permets d'alerter votre attention sur la grande précarité que connaissent nos agriculteurs, qui sont liées à l'augmentation des matières premières, des intrants, à la difficulté très sérieuse de la filière bio qui demande à être largement soutenue, et aux questions de versement PAC, en particulier dans les territoires de montagne, sans être trop technique, qui sont liés aux ICHN où les conditions ont été modifiées et qui connaissent des retards qui peuvent être quand même complexes pour nos territoires agricoles de montagne, avec la question de l'élevage. Et là aussi, on pourra vous fournir les taux d'exécution des crédits européens. Alors voilà, mon délégué général, lui qui connaît... donc, sur le taux d'exécution du PO, du programme opérationnel 2014-2020, nous sommes à 96%. Voilà. Et... Oui, voilà, donc c'est cela, donc ça je l'ai indiqué. Sur ensuite le financement des collectivités locales,
je pense que la question de relier les citoyens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'assignation ni sociale ni territoriale et prioritaire dans notre société. Et c'est pourquoi nous défendons qu'il y ait des budgets significativement augmentés pour les mobilités de la part de l'État et de la part de l'Europe, et qu'il y ait un New Deal ferroviaire au niveau européen. Sur donc les clés de répartition sur la LGV dont vous parlez, Toulouse-Bordeaux, c'est 40% à charge des collectivités. C'est la première fois en France que les collectivités sont obligées de monter à un niveau aussi élevé. La dernière LGV n'avait mobilisé les collectivités locales qu'à hauteur de 30%. Je regrette bien sûr cet effort qui est demandé aux collectivités locales et qui est contraire à un principe de solidarité nationale, mais néanmoins il était nécessaire de réaliser cette infrastructure comme je l'ai indiqué, et pour la connexion, la connexion à Paris et à Bruxelles, et également les trains du quotidien. Enfin, sur l'autoroute Toulouse-Castres, Madame Héraudy, si vous voulez que nous parlions de ce projet localement, je me tiens bien sûr à votre disposition, comme je me suis toujours tenue à la disposition des opposants pour présenter les arguments pour lesquels la région Occitanie est favorable à l'autoroute Toulouse-Castres. De façon globale, puisque je suis ici en tant que présidente de Région de France, les régions, nous soutenons l'investissement routier dans certains territoires où il n'y a pas d'autre solution, comme c'est le cas sur le sud du Tarn, parce que nous avons des lignes ferroviaires qui sont non électrifiées. Ça existe de façon significative en France, c'est le cas. Donc, ils sont, si vous voulez bien me laisser parler, Madame la députée Héraudy, donc ils sont non électrifiés, c'est-à-dire ce sont des locomotives diesel, et donc c'est 100 litres au 100. Et ensuite, nous avons également des lignes ferroviaires qui sont en voie unique, ce qui ne permet pas un cadencement, surtout quand vous avez des voies uniques qui sont sur 100 km, comme c'est le cas également sur le sud du Tarn, mais dans d'autres territoires. À ce moment-là, la solution est un aménagement routier. Et parfois, l'État n'accepte pas, et parfois l'État, et c'est le gouvernement Sarkozy, et c'est Nicolas Sarkozy sur ce territoire qui avait décidé que ça serait une autoroute et que ça ne serait pas l'aménagement. La seule solution étant l'autoroute. Nous prenons cette solution-là. Et sur la question de la tarification, comme vous le savez, Madame la députée, j'ai demandé 2 groupes de travail à Monsieur le ministre des Transports. J'attends la nomination d'un nouveau ministre des Transports. 2 groupes de travail. Et sur la question de la tarification, et sur la question des compensations environnementales. Et je ne manquerai pas de renouveler cette demande parce que je suis en effet attachée à ce qu'il puisse y avoir des tarifications plus basses pour le covoiturage et également pour les cars de la région, puisque je vous rappelle qu'en Occitanie, le car est à 2 €. Merci Carole Delga, merci Madame la Présidente pour cette audition. On se retrouve demain en Commission des Finances avec INSEE, Banque de France, OCDE. Merci. À 9 h.